Get ready for the medieval. Now come on, sport. Je crois que c'est le podcast que j'attendais avec impatience. J'ai dit ça à tout le monde. Sans doute. J'allais te dire, j'ai dit ça à tout le monde. Non, très sérieusement, parce que je voudrais aborder un sujet, moi, qui m'intéresse. Vous avez été ancien joueur professionnel. Aujourd'hui, vous êtes passé de l'autre côté, c'est-à-dire entraîneur. C'est de savoir à peu près comment vous appréhendez aujourd'hui l'entraînement. Et la question à laquelle on va se poser, c'est est-ce qu'il faut être entraîneur ou coach pour gagner des titres? Donc je vais commencer moi par le basket. Je suis désolé les gars, je commence par le basket. Max, est-ce que tu peux déjà te présenter un peu ton parcours et je ferai la même chose pour tout le monde? D'accord. Ouais, donc moi, bonjour à tous. C'est Maxime Zioreni. Je suis ancien joueur professionnel de basket. Donc j'ai joué plus ou moins 17 années en première division et un peu en deuxième division aussi sur ma fin de carrière. Donc j'ai joué principalement à Nancy. J'ai fait mes années espoir et mes années et beaucoup d'années pro aussi. Donc j'ai fait 9 en tant que pro et 4 en tant que espoir, enfin espoir pro. Et après je suis allé un peu en France. Je suis allé un peu à droite à gauche. J'ai testé un peu le marché. Et donc voilà, j'ai fini sur quelque chose qui était évident pour moi, d'être entraîneur, tu vois, donc de transmettre un peu ce que j'avais appris. Et puis bien sûr, j'ai également beaucoup appris sur le travail de coach. Et là, je suis actuellement assistant de Sylvain Lautier au SUC Nancy. Ok. Boucler la boucle. Pour boucler la boucle, tu restes Nancien à vie. C'est ça. Sylvain, toi, c'est le football, si je me trompe pas. Le football, effectivement. J'ai été pro pendant 16 saisons. Je suis passé par Metz, par Châteauroux en Ligue 2, par Lorient, par Saint-Etienne et par Bastia. J'ai joué jusqu'en 2015 et donc là, ça fait 7 ans que j'ai arrêté. Maintenant, je suis coach de l'équipe de réserve en National 2 au FC Metz. Ok, ben merci. Je pense que maintenant on va passer au petit gringalet. Désolé, moi j'ai pas été pro. Si, t'as été pro, dis-nous la vérité. Non, voilà, j'étais athlète de niveau national jusqu'à 22, 23 ans. Après, dans ma formation, à partir de 16 ans, je savais déjà que, en fait, voilà, le haut niveau, c'est quelque chose que j'adorais, mais c'était surtout le partage avec la partie entraînement. Je me suis vraiment intéressé à l'entraînement à partir de 16 ans, donc j'ai fait ma carrière de triathlète et mes études dans ce sens pour devenir entraîneur de triathlon. Et donc à 20 ans, j'ai commencé, à 18 ans, j'étais bénévole, à 20 ans, je commençais à entraîner sur la structure de Metz et je suis salarié de Metz Triathlon, entraîneur et responsable technique depuis 2009. Donc un club à la base avec à peine 100 licenciés et qui maintenant est le deuxième club français, deuxième club européen. Donc un petit développement de structure qui a été intéressant, surtout basé sur la formation. Donc l'accompagnement des athlètes élites, ok, on en fait, mais surtout c'est la continuité de notre formation. Donc aujourd'hui, tous les trois, comme on a pu le voir, vous étiez anciens joueurs, enfin anciens sportifs de haut niveau. Vous passez justement de l'autre côté. Est-ce que c'est quelque chose, c'est une vocation qui se fait naturellement ou c'est une reconversion un peu, je veux dire, poussée? Voilà, on vous pousse à être entraîneur ou c'est naturel, vous vous dites j'ai toujours voulu être entraîneur et pendant justement la période de transition, de reconversion, vous passez de l'autre côté? Je vais démarrer peut-être. Moi, de par mon poste, j'étais défenseur central, donc t'as quand même un positionnement sur le terrain où tu as la vue sur le terrain, où tu es amené à communiquer avec tes partenaires, où tu es amené à avoir quand même un rôle dans le jeu en dehors du fait d'avoir le ballon. Et donc, du coup, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. J'ai été souvent capitaine dans les équipes dans lesquelles j'ai joué. Donc, de par ce fait-là, tu as quand même un relationnel avec les coachs un peu privilégié. Et puis, je me suis toujours intéressé un petit peu au contenu d'entraînement, à ce qu'on était amené à faire dans les séances. Qu'est-ce que nous disait l'entraîneur? Je me dis, tiens, pourquoi il nous dit ça? Où il veut en venir? Et donc, du coup, je vais pas dire que je me suis dit je serai entraîneur et tout, mais c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Et quand après
en 2015, j'ai arrêté ma carrière. J'ai eu l'opportunité tout de suite de passer mes diplômes et puis d'enchaîner sur le coaching des jeunes avec au FC Metz. Et donc du coup, ça m'a paru assez naturel de rester dans cette voie-là. Et c'était un peu une continuité par rapport au fait d'être joueur. J'aimais bien et j'aime bien échanger avec mes partenaires, voilà. Donc du coup, c'est quelque chose qui me sert aujourd'hui dans le fait d'entraîner. Donc moi, c'était plutôt, je dirais, naturel. Donc le côté naturel, c'est valable pour tous les deux. Je pense à Max et Jordan. C'est pareil ou c'est différent? Alors moi, ça a vraiment été plutôt une vocation, mais en fait, j'étais naturellement formé triathlète, nageur, coureur quand j'étais petit. Je suis parti, donc je suis local, je suis né à Metz, je travaille à Metz, mais j'ai dû partir dans un centre d'entraînement, dans un pôle espoir à Nancy. Je m'en souviens bien, c'était pas très loin au Crèves, mais on avait trois centres d'entraînement national, c'était Nancy, Boulouris et Montpellier, donc je m'en sors pas trop mal. Mais quand je voyais les Parisiens, des gens de l'Ouest qui venaient à Nancy, je me suis dit, mais pourquoi on est obligé de faire de la route pour pouvoir s'entraîner? Et moi, à 16 ans, j'ai beaucoup partagé avec mon entraîneur et je me suis dit, mais en fait, je suis fait pour faire du haut niveau, mais surtout de l'autre côté. Ce partage, cette recherche de performance, j'étais plus dans cette recherche. Je réfléchissais trop à comment fallait faire pour y arriver, alors qu'à la base, quand t'es athlète, tu te fais accompagner, tu réfléchis entre guillemets pas beaucoup et tu t'entraînes dur et puis t'y arrives. Et moi, je me suis tout de suite placé de l'autre côté. Je réfléchissais beaucoup à comment fallait que je m'entraîne, qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, etc. Et je me suis toujours juré que je reviendrais à Metz, je serais entraîneur de Metz et je développerais une structure d'accès à haut niveau sur Metz. Donc ça s'est vraiment fait naturellement et vraiment sur une vocation. Au lycée, quand les profs me demandaient tu veux faire quoi plus tard, je disais entraîneur de triathlon. C'est bien que tout le monde rigolait, mais c'est pas un métier. Faut faire des grandes études, faut aller faire de médecine. Non, je veux faire entraîneur de triathlon. Donc j'ai dû me battre aussi par rapport à ça. C'était pas simple, mais après assez fier d'où on arrive quand même. Et tu vois, Max, moi, pour t'avoir connu en tant que joueur, je m'attendais pas que tu deviennes entraîneur. Je vais être honnête avec toi, mais je vais te le dire pourquoi. T'étais un joueur très dans l'adversité. Tu chambrais aussi beaucoup. Tu mettais des gros tomards, des gros dunks. Et c'est vrai que tu avais ce tempérament aussi agressif. Et je me dis, mais toi, entraîneur, et à l'inverse, quand je te vois entraîneur, t'es tout doux. Tu cries même quasiment jamais. Donc je me demande, en fait, au final, est-ce que t'as pas une double personnalité cachée? C'est inventer un rôle. Non, c'est bien que j'ai pu écouter les parcours de chacun et les objectifs, tu vois. Donc moi, je pense pas que je sois sur les mêmes intentions que c'est Jordan, ouais. Et c'est lui, très tôt, il avait compris, en fait. Moi, c'est un peu différent. Même si j'ai testé étant jeune, quand j'avais 20 ans, j'avais essayé déjà d'être entraîneur. Et ça m'avait plu, mais bon, après, quand tu peux pas faire les deux, en fait. Soit tu te donnes à fond dans le coaching, ou soit tu te donnes à fond en tant que sportif de haut niveau. C'est très compliqué. Pour moi, en tout cas, ça l'aurait été d'être les deux, en fait. Donc, je me suis orienté là-dessus, mais ma posture, même si c'est vrai que j'avais un jeu plutôt instinctif, agressif, comme tu l'appelles, agressif, plutôt instinctif, je dirais. Au fur et à mesure de ma carrière, en fait, j'ai quand même évolué. Ma posture a été différente. J'étais plus sur le conseil, tu vois, l'accompagnement des jeunes, par exemple. J'étais souvent sur l'accompagnement des jeunes et même sur la stratégie et j'essaie de garder une certaine sérénité dans mon jeu qui donnait un peu l'impression d'être le relais du coach, tu vois, d'être un peu le coach aussi, tu vois. Donc même si toi tu penses que j'étais un agresseur, comme tu dis. Mais c'est intéressant parce que c'est vu de l'extérieur. Ouais. C'est vu de l'extérieur. Mais c'est vrai, mais j'ai beaucoup changé, tu vois. J'ai beaucoup changé de posture, en fait, tu vois, au fur et à mesure de ma carrière, et ça a donné le fait que petit à petit, j'ai vraiment, vraiment changé. Donc, tu m'as vu vraiment à Nancy. C'est vrai que j'étais plus dans l'agression, mais petit à petit, même sur mon deuxième passage à Nancy, j'étais sur un autre jeu, tu vois. J'étais sur un jeu plus serein, plus qui rassure un peu, tu vois. Et après, sur ma fin de carrière, je suis descendu en deuxième division, et là, vraiment, j'étais vraiment sur le deuxième coach, quoi, tu vois. Ouais. Et c'est là que ça a pris un peu plus de sens encore, d'accord. Et quand j'ai commencé à coacher, t'apprends beaucoup de choses, en fait. T'apprends sur toi, t'apprends sur t'évolues comme ça, en fait. T'apprends sur toi, et puis c'est là que tu te dis, mais en fait, c'est de l'éducation, tu vois. Non, en fait, t'éduques les gens, en fait. Et c'est un peu être un professeur, et pour moi, c'est super.
Donc c'est un peu, toi je crois que tu vas être plutôt entraîneur, toi je sais pas, je le sens, mais c'est vrai que quand on est joueur, on connaît pas forcément le vrai rôle que peut avoir un entraîneur de management, psychologique, physique, etc. Quelles sont selon vous les fausses vérités qu'on se fait quand on est joueur? Et sans langue de bois, parce que c'est aussi pour transmettre un message aux plus jeunes aujourd'hui qui pensent peut-être tout savoir, et au final quand on est coach, j'ai l'impression surtout quand on est coach et ancien joueur, il y a des perceptions qui sont différentes, je pense, que quand vous étiez joueur. Bah, moi personnellement, je pense que je sais pas si c'est pareil pour vous, mais quand j'étais joueur, jamais j'aurais imaginé que c'était aussi comment on pourrait dire, je vais pas dire difficile, mais aussi prenant, aussi difficile d'être entraîneur, qu'il y a autant de paramètres à voir, etc. Tu te dis bon, le mec, même si tu t'interroges sur ce qu'il fait et tout, tu te dis bon, il arrive, il met ses coupelles, il te deux trois consignes, et puis bon, ça va, tu vois, il rentre chez lui, etc. Et c'est vrai que notamment quand t'es plus jeune, après en avançant dans l'âge, c'est un peu différent, j'ai un peu plus de recul et tout. Mais non, je pensais pas que c'était aussi complexe, si tu veux. Et après, quand t'es joueur, après j'ai pas commencé dans les autres sports, mais dans le foot, c'est vrai que t'as tendance à dire ouais, bah le coach, c'est nul, pourquoi il nous dit ci, etc. Pareil, machin et tout, tu vois. C'est partout pareil, je pense. Donc alors même si on a tous eu des entraîneurs à qui c'est plus ou moins passé, mais je dirais on peut avoir la critique facile et à remettre un petit peu sur la faute entre guillemets sur les coachs. Et tu t'aperçois finalement, c'est vrai que c'est un métier qui est vachement intéressant, mais qui est prenant, où t'as beaucoup de choses à prendre en compte, et c'est pas difficile, et c'est pas facile justement. Il faut être capable de gérer plein de paramètres, de gérer les égos des uns et des autres, de mettre en place les contenus d'entraînement, ta stratégie, de gérer ta direction, de gérer les médias s'il y en a. Enfin voilà, t'as tout un champ que tu vois pas forcément quand t'es joueur, parce que quand t'es joueur, au final, t'es centré et c'est normal, t'es centré sur toi-même. Tu t'occupes de ton entraînement, tu te dis est-ce que je vais être titulaire ou pas, et puis après le reste entre guillemets c'est pas trop ton problème. Mais quand t'es entraîneur, forcément t'as une vue un peu plus large. Donc voilà, c'est ce qui est intéressant, mais c'est ce qui est aussi prenant et usant. Et c'est vrai que des fois après tu sais où tu perds tes cheveux, où t'as des cheveux blancs, où le stress, il faut essayer de pas trop se faire gagner par le stress, mais ça peut être source de stress, ouais. Moi, je vais vous faire une confidence. À vraiment une petite échelle, je me suis mis à entraîner mes filles, mes enfants, et je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué. Parce qu'au final, après le match, je repensais au match et je me demandais, quand on gagnait, de me demander comment je pouvais améliorer certaines choses. Donc, je me mets à votre place, vous, à une échelle professionnelle. Comment vous vivez ça? Est-ce que finalement, il y a un moment donné, vous vous décrochez? Justement, moi je trouve entraîneur, c'est pas des heures au bord du terrain ou au bord de l'eau, c'est une conception de vie. Moi je me lève le matin, je réfléchis triathlon, je me couche le soir, j'essaye de réfléchir qu'est-ce qui a pas été dans la séance, etc. Et t'es un peu le garde-fou en fait. Tu penses que t'as fait la meilleure séance, mais dès le lendemain tu comprends que la séance là, en fait, t'aurais dû la faire différemment ou t'aurais pu la faire différemment. Et tu vis entraînement, 7 jours sur 7, tous les week-ends, etc. Voilà, et un peu le garde-fou entre tout le monde, entre les athlètes, l'ego de certains athlètes, entre les parents, parce que une fois que t'as entraîné l'athlète, souvent quand t'es formateur, ce qui est plus mon cas, t'as les parents derrière qui essaient de comprendre ce qu'ils ont fait à l'entraînement, donc t'as déjà expliqué à l'athlète son entraînement, il l'a compris, faut réexpliquer encore aux parents, après aux médecins, à ta direction de club, l'orientation que tu penses sportive, etc. Et c'est formateur, entraîneur, justement, tu manages ton entraînement, en fait, et tu vis, moi je vis 100%, plus que 100% même, avec l'entraînement dans la tête, et toujours essayer de trouver comment faire mieux. Et ce que je dis toujours, faire mieux, c'est faire autrement. Si tu refais tous les jours la même séance pendant des années, etc., tu progresseras, mais aussi vite que les autres. Il faut toujours faire mieux que ce que tu as fait avant, il faut faire mieux que ce que font les autres. Et donc pour ça, tu dois tout le temps essayer de trouver le petit truc, et donc des fois t'endors pas trop de la nuit, quoi. C'est ça le truc. C'est vrai que t'avais oublié de mentionner ça, c'est qu'aussi tu rêves de ce que tu dois faire, tu vois. Tu travailles en transpiration, tu te dis putain. T'es en vacances, t'es en coupure, t'es déjà en train de réfléchir. Ta femme, elle te dit mais non, t'es en vacances, mais ouais, mais. Et justement, les égos. Je veux en parler parce que je sais que c'est aussi le plus compliqué. En tant que joueur, on a souvent des égos. On estime qu'on doit toujours jouer plus que les autres. On estime qu'on doit gagner plus d'argent que les autres. On estime qu'on est meilleur.
Mais vous, en tant qu'entraîneur, comment vous gérez ça? Et comment est-ce que votre passé d'ancien joueur vous aide justement dans ce management-là? Ouais, tu me permets. Ouais, non, après, c'est vrai que c'est dur à comprendre, en fait. Même si moi, j'étais ancien joueur et quand je vois les mecs agir, je me dis, mais c'est pas possible, c'est des divas, les gars. Mais en fait, nous, on a été comme ça aussi, c'est la même chose. Et il faut faire avec. C'est ça le plus dur, en fait. C'est jouer avec les égos des gars, gérer, laisser passer certaines choses. De toute façon, on sait qu'ils ont pas tous les mêmes caractères, les joueurs, forcément. Et laisser passer certaines choses pour certains, c'est compliqué intérieurement, franchement. Parce que quand on est joueur, on l'accepte pas, ça, qu'un joueur il soit traité différemment. Et je parle bien sûr pour le sport co, hein. Et c'est inacceptable de voir un coach qui laisse passer des choses, mais au final, quand tu deviens coach, tu dis putain, mais je suis obligé de laisser passer des choses pour certains et je peux pas pour d'autres. Et donc les égos, dur à gérer, franchement, très très dur. Et souvent comme disait Sylvain, c'est que ils ont pas la bonne analyse, les joueurs, tu vois. Ils sont chacun dans leur truc, ils voient que leur bulle, en fait. Mais ils voient pas ce qui se passe à côté. Un coach, il a 10 gars. Bon, nous, c'est 10, voire 12, mais là, c'est un peu moins. Là, c'est un peu plus. Donc, tu vois, quoi. Ouais. C'est chacun son truc, tu vois. Chacun a ses égos à gérer. Et c'est souvent souvent le plus dur, en fait. C'est le plus compliqué, comment appliquer tous les mecs pour qu'ils soient rentables ils ont une rentabilité maximum par rapport à ce qu'ils peuvent donner, en fait. Et faut les gérer, les égos. C'est délicat parce que il faut de l'ego. T'as dit, si t'as des mecs qui ont pas d'ego, c'est pas des sportifs de haut niveau. Tu peux pas faire de haut niveau tu peux pas faire de haut niveau si t'as pas un ego, si t'as pas une personnalité, si t'as pas une susceptibilité et tout. Donc il faut ça. Maintenant, et puis nous on a une quarantaine d'années pour un peu plus jeune, mais voilà. T'as pas la même réflexion à 40 ans ou à 45 ans qu'à 20. Donc il faut arriver la société aussi évolue forcément. Donc si tu veux prendre ça plus ça, c'est un exercice d'équilibriste quoi. Donc et je rebondis sur ce que tu disais, c'est que il faut aussi être soi-même, je pense faut pas se laisser ronger par le stress, par l'énergie que ça te pompe, parce qu'autrement toi-même t'es un peu irritable et t'as peut-être moins de patience sur des coups et tout. Donc il faut arriver à être soi-même le plus, je vais pas dire le mieux possible, pour pouvoir gérer les égos justement, pour pouvoir être à un moment donné, toi, être un peu plus calme, avoir le bon discours, le bon mot, etc. Parce que c'est vrai que t'es sur moi j'ai une 20-25 joueurs, même si c'est des jeunes joueurs, mais je vais pas dire c'est une poudrière, mais en fonction des susceptibilités des uns et des autres, si toi t'es pas dans un bon jour et que tu dis la mauvaise intervention au mauvais moment, ça peut tout de suite, chaque mot est important, donc il faut être bien soi-même pour être capable de gérer les égos des uns et des autres et les faire avancer tous dans la même direction avec leur progression individuelle et collective. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut arriver à bien jongler. C'est vrai que ça prend de l'énergie et puis du temps, quoi. Et tu penses, par exemple, Sylvain, là, tu es justement dans la formation, si j'ai bien compris. Mais si tu passerais, toi, aujourd'hui, coach de l'équipe première, mais dans un club, est-ce que tu penses que tu entraînerais ou coacherais de la même manière? Ou tu aurais la même approche, plutôt? Non, forcément tu t'adaptes. Quand t'es à la formation, déjà les joueurs ont pas les mêmes besoins. Quand t'es en développement, t'es en formation, il y a plein de choses à apprendre. Après, t'es plus sur, je peux dire, t'es dans la progression individuelle, mais sur l'utilisation, comme on disait, un peu optimale du mec, c'est-à-dire qu'il soit le plus rentable possible sur l'instant T. Donc forcément, ta stratégie d'entraînement, elle n'est pas la même. Et puis après, ton discours n'est pas le même. Tu gères pas un mec de 25-30 ans. Je sais pas, qu'à 200 ou 300 matchs en première division, comme un jeune qui a 18 ans. Maintenant, je pense que les grands principes, les valeurs, le cadre seraient à peu près identiques. Et après, arriver à l'adapter par rapport au groupe que tu gères. Après, tu gères pas pareil un effectif de Ligue 2 que Manchester City. Tu vois, donc je dirais qu'il faut avoir la capacité aussi, quand tu es entraîneur, je pense, d'être capable de t'adapter au club que tu gères et aux joueurs que tu gères. Et on a plus de légitimité lorsqu'on est ancien joueur ou pas du tout. Dans un groupe, dans un moment difficile, dans un moment où vous allez leur parler, vous allez prendre votre vécu, ou vous allez prendre justement votre expérience, ou vous restez justement sur des principes, je veux dire, d'école, lorsque vous voulez transmettre un message. Vas-y. Ouais, moi, je pense que l'expérience qu'on a vécue, c'est important. Après, c'est leur projet. Quand on veut faire du haut niveau, c'est l'athlète qui est au cœur de son projet.
et lui donner des exemples ou d'expériences de choses qu'on a pu vivre, ça peut lui apporter quelque chose, mais souvent au final c'est à nous justement quand on est entraîneur, on n'est plus athlète et il faut réussir à passer outre notre expérience en fait, et on doit pas être nous central à son projet. Donc on peut le conseiller des fois, mais il faut vraiment se centrer sur cet athlète, mais pas forcément sur notre vécu sportif à nous. Alors moi je suis plus dans un sport individuel, donc c'est compliqué aussi parce que l'expérience de ce qu'on fait à l'entraînement, des ressentis, c'est bien, mais après les chronos parlent. Et moi je me retrouve, mes athlètes ils ont des meilleurs chronos que moi, hein. Donc à un moment donné on peut rien inventer. Sur les égos c'est un peu pareil. Quand on manage 10, 15, 20 personnes, on doit gérer les égos de chacun. Nous tous les dimanches son égo il regarde le résultat, il y a un classement, il garde ses chronos et il se fait ou calmer tout seul ou voilà, dès que ça part un peu en sucette, on n'a pas besoin de lui rappeler, le résultat est là pour parler de lui-même, quoi. Donc c'est encore un peu différent. Vous, c'est un peu plus objectif entre guillemets. T'as la sanction. Ouais. Nous, un match, tu vas discuter avec un mec, le mec il va te dire j'ai fait un bon match. C'est la faute de l'autre. Ouais, c'est ça. J'ai fait un bon match. Je comprends pas, coach. Alors que toi, tu lui dis t'as fait tel temps, le temps il est pas. C'est ça. Bon, quoi. Ouais. Et c'est vrai que du coup ça met peut-être aussi des fois plus d'exigence encore parce que ce résultat l'athlète il le voit, mais du coup l'entraîneur il le voit aussi, donc on est aussi entre guillemets responsable aussi du bon ou du mauvais résultat. Donc l'exigence l'athlète s'en met, l'entraîneur s'en met, et l'intransigeance on peut y arriver aussi de temps en temps. On frôle l'exigence, l'intransigeance, on se retrouve à frôler un peu certaines limites. Mais pourquoi ? Parce que voilà, la comparaison, un résultat, c'est une comparaison, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est un jugement, c'est tous les dimanches t'es jugé, et individuellement. Et ça, à un moment donné, t'es obligé de le faire ressentir aussi dans l'entraînement pour éviter d'être mal jugé tous les dimanches, quoi. Après, pour revenir sur ta question, c'était le fait d'avoir été sportif de haut niveau. Alors ça, c'est pas suffisant, je dirais, mais ça te permet quand même de comprendre un peu les phases par lesquelles les mecs ils peuvent passer. Pour mon cas sur la formation, j'étais en formation, donc je connais un peu la problématique qu'ils peuvent avoir. Sur le haut niveau, je connais un peu les attentes. Donc du coup, c'est vrai que sans tout le temps dire oui, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Non, mais par contre, toi, tu sais un petit peu, t'as les tenants et les aboutissants du truc. Donc je pense que je dirais que c'est pas suffisant, mais ça peut être un plus dans certains cas, quoi. Ouais, non, moi je reviens là-dessus parce que c'est vrai que je suis totalement d'accord avec ça. C'est le fait que il faut quand même s'en servir. Faut quand même se servir du fait qu'on était ancien joueur, mais forcément pas le rabâcher parce que de toute façon, les époques, elles ont évolué. Voilà, c'est fini. Et puis ça évolue. Le sport de haut niveau, il évolue. Et que ce qui était vrai il y a 10 ans, c'est plus la vérité. Et que voilà, il faut avancer, qu'on a d'autres choses à apporter. Mais bon, après, les émotions, les sensibilités et tout, ça reste les mêmes, en fait. Ça reste les mêmes et que, sur des situations d'urgence comme je sais pas, t'es sur une finale où tu peux apporter ton expérience de professionnel. Je pense que c'est un peu d'ancien sportif, pardon. Et je pense que c'est très important. Après, je vois où tu veux en venir. Tu cherches à nous faire dire si on est entraîneur ou coach, mais non, je vais y venir à la fin. C'était ma première. Il a déjà la réponse pour toi. Non, j'oriente parce que là j'ai encore une question. C'est quand on est sportif, on veut toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Ce qu'il y a de mieux, en général, c'est le titre national. En foot, la Ligue des Champions, au basket. Enfin voilà, on veut vraiment toujours ce qu'il y a de mieux. Est-ce que quand vous êtes devenu coach, vous souhaitez également être automatiquement être coach. Être coach, ça veut dire le premier d'une équipe première, donc d'un grand club, ou pour certains, enfin pour l'instant, rester en formation. Quel est votre objectif final dans l'entraînement, on va dire? Donc là, tu parles pour chacun, parce qu'on a forcément, de toute façon... Pour chacun, oui. On a forcément pas les mêmes objectifs. Ça c'est sûr. Non, mais moi, personnellement, c'est vrai que être coach d'une grosse équipe pendant que tu t'occupes de la technique... Et tout, on fait tout. Moi perso, c'est vrai qu'être coach d'une équipe professionnelle, ce serait vraiment l'aboutissement de de mon objectif, en fait, tu vois. Parce que c'est quand même, c'est ce dans quoi j'ai baigné toute ma carrière, enfin, dans toute ma vie, même. Et vraiment, c'est vers ça que je tends à être, tu vois.
Ok. Après, j'ai réfléchi à la formation. J'aime bien la formation aussi. C'est formateur en fait, même pour les coachs, tu vois. Finalement, c'est formateur parce que t'apprends énormément. Tu vois, t'apprends à coacher. Et je pense que c'est peut-être un passage obligatoire, tu vois. Parce qu'être assistant, moi je suis assistant. Tu vois, là on a deux coachs, mais moi je suis assistant. Et assister et coacher, c'est pas du tout le même boulot, tu vois. Et je pense qu'à un moment il faudra que je repasse par le coaching, coacher des gens, parce que passer d'assistant à coach, ça n'a vraiment, c'est pas du tout la même posture. Ok. Je pose la question à tous les deux aussi. Moi, c'est pas dur, hein, dans les petits, entre guillemets, un petit sport, on n'a pas non plus un gros staff, donc souvent on commence par la formation. Moi, justement, à 16 ans, quand je voulais être entraîneur, je voulais être entraîneur de haut niveau. Puis après, je me dis, en fait, je veux être entraîneur de haut niveau et en même temps, je veux développer le club de Metz Triathlon. Et sachant qu'il y avait rien, donc tu pars sur la formation. Et une fois que t'as fait t'as ta base. Au fur et à mesure, les athlètes, ils s'entraînent, ils sont de mieux en mieux. Et après, tu deviens, au final, ce que je suis maintenant, le responsable des athlètes de haut niveau sur le club. Mais et je pensais que c'était vachement plus simple. Moi, je voulais arriver on veut tous avoir des bons athlètes, on veut tous emmener quelqu'un aux Jeux Olympiques. Et puis en fait, je me suis retrouvé avec des gamins de 8, 10, 9 ans. Et puis après, ces gamins, au final, il y en a qui sont retrouvés équipe de France, champion d'Europe, mais en partant de la formation. Donc après, on n'a pas non plus une structure sur le triathlon. On n'est pas non plus, on n'a pas des staffs complets, quoi. Donc oui, mais on peut rêver peut-être de l'équipe de France. On peut peut-être rêver d'un. Ouais, mais l'équipe de France, ils n'entraînent pas au final. C'est vrai. Chez nous. Après, oui, c'est encore des sports, c'est différent. C'est vrai. T'as un sélectionneur, t'as un responsable des équipes de France, mais ceux qui entraînent ceux de l'équipe de France, c'est des entraîneurs privés, c'est des entraîneurs de club. Et donc c'est pour ça qu'on fait un peu de tout, quoi, au final. D'accord. Sylvain? Écoute, j'ai arrêté ma carrière et j'avais envie d'apprendre à coacher. Donc c'est ce que tu disais, c'est-à-dire que donc nous, on a des diplômes à passer, c'est assez long et c'est assez long, ouais. Donc j'ai passé une grande partie de mes diplômes. Ensuite, c'était de coacher vraiment. J'étais assistant aussi sur différentes catégories, chez les jeunes, chez les pros également. Et puis après, je voulais vraiment entraîner parce que entraîneur principal, c'est pas pareil, même si c'est chez les jeunes, t'as pas les mêmes problématiques. Donc j'étais 3 ans entraîneur chez les jeunes. Et là, depuis cette année, j'entraîne la réserve. Après, c'est vrai qu'à moyen terme, mon objectif également, ça serait de retrouver le haut niveau dans lequel j'ai baigné depuis l'âge de 19 ans, parce que c'est vrai que t'as quand même une adrénaline, mais bon, c'est vrai que ça demande quand même de la bouteille, de l'expérience, de l'apprentissage, ça s'improvise pas. Et donc par rapport à ça, tout le cursus que j'ai fait jusqu'à présent, il est quand même il est utile, et en tout cas, je sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais en tout cas, il me sera utile, ça c'est sûr. Très très bien. Donc moi je vais vous reposer la question. La question finale, c'était est-ce qu'il faut être entraîneur ou coach? Je vous pose cette question-là parce que moi, pendant ma carrière, j'ai eu des entraîneurs plus formateurs qui me demandaient justement qu'elle allait prendre le temps de corriger mon tir, de prendre le temps de corriger mes postures, enfin de m'améliorer toujours au quotidien, même en étant pro. À l'inverse, j'ai eu des entraîneurs qui, eux, faisaient des exercices de tir sans forcément... on avait une grille de tir, je vous parle vraiment basket, et à la fin, ils regardaient 8 sur 10, ok, 80%, 5 sur 10, 50%, et ils savaient si tu avais une réussite pertinente pour le match. Maintenant, la question, c'est que je sais que souvent, l'entraîneur n'a pas forcément des résultats. Parce que justement c'est des résultats sur du court terme, désolé. Parce que je te coupe, pardon. Quand tu es entraîneur, c'est formateur, quoi. Oui, formateur, ouais. Désolé. Nous, c'est d'accord. Oui, okay. Désolé. Formateur, il a des résultats sur du long terme, donc il faut qu'il construise. Et le coach, justement, il va manager ses égos au quotidien pour atteindre l'objectif de sa direction. Voilà, le titre, la 3e place, etc. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et surtout, selon vous, vous êtes plus formateur, entraîneur, ou plus justement coach, donc manager les égos pour aller chercher l'objectif de l'objectif d'un titre, par exemple? Moi, par exemple, je suis formateur actuellement, donc je me sens plus formateur. Après, par rapport à ta question, je pense que les deux s'opposent pas forcément. C'est-à-dire que pour moi, un bon entraîneur qui veut gagner des titres, il doit quand même développer ses joueurs individuellement.
Alors même si ça prend peut-être un peu de temps, Exact. mais je pense que corriger par exemple tes postures de tir, etc. Un bon entraîneur, s'il est pas trop con, il se dit que peut-être que le mec, si tu lui corriges ses tirs, peut-être que dans 2 ou 3 mois, il va te mettre des tirs plus importants. Donc du coup, il aura des meilleurs résultats aussi lui. Et je me permets de te couper. Ouais. Il peut aussi dire aussi, je vais recruter le joueur qui s'est déjà tiré et je passe plus le temps là-dessus. Tu peux, après ça dépend des moyens de ton équipe, mais dans tous les cas, pour moi, un entraîneur, il doit quand même développer ses joueurs individuellement, les améliorer un petit peu, alors sur des détails, sur des positions. Forcément, plus ton joueur il est abouti, moins il a mais il a toujours des petites choses que tu peux lui donner, des petits tuyaux, qui fait que lui il sera meilleur individuellement et du coup l'équipe elle sera aussi meilleure. Donc moi les deux sont pas forcément opposés. Le bon exemple dans le foot, pour moi c'est Guardiola, c'est-à-dire que c'est un mec qui prend des bons joueurs, mais alors il a une bonne équipe et tout, il prend des joueurs chers et qui sont déjà à un bon niveau, mais quand même tu regardes les mecs, ils s'améliorent avec lui, ils marquent plus de buts, ils font plus de passes décisives, ils sont meilleurs. Donc à un moment donné, ça veut dire que je pense que son travail au quotidien aussi, il fait que les mecs ils sont corrigés, c'est pas possible, enfin à mon avis. Ou alors il se fait accompagner là-dedans au final. Ou alors il a des assistants qui sont spécialisés sur une partie, etc. Oui, et quand je dis lui, c'est lui et son staff. Mais je veux dire, à mon avis, tu peux pas faire l'économie de faire progresser tes joueurs. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Max? Parce que, par exemple, au basket, on a la faculté aussi, les coachs, il y a des roulements de coach, hein. Les coachs, je pense que ça part un peu plus vite. Enfin, ça se fait sauter, comme ça on dit, il faut sauter un peu plus que dans d'autres sports. Non, mais c'est vrai. Les sports. En basket plus qu'en foot? Non, au foot, non, c'est plus... Au foot, je crois qu'il y a 7 ou 8 entraîneurs de Ligue 1 qui se sont fait déjà fait virer. Donc, sur 20 équipes, c'est pas mal. C'est un beau score. Mais c'est pour cette raison que je parle de ça, parce qu'à un moment donné, on a aussi la pression qui vient d'en haut. Et c'est vrai que ça prend du temps de former, ça prend du temps de changer des postures. Et pourquoi, enfin, moi, j'observe aussi qu'on va chercher plutôt l'équipe qui se Prête. Voilà, qui est prête pour aller chercher l'objectif de la direction, pas l'objectif de l'entraîneur, forcément. Après, je sais pas comment c'est dans le basket, mais de toute façon, tous les entraîneurs, c'est pareil. À un moment donné, tu as un effectif à ta disposition, en fin de mercato, au début de saison. Et après, c'est toi, qu'est-ce que tu fais alors, t'aimerais tous entraîner Messi, Mbappé, etc. Mais tu fais tu regardes ta feuille, tu dis bon, voilà, j'ai ces joueurs-là. Il faut que je fasse le mieux possible avec ces joueurs-là. Donc, collectivement, essayer. C'est sûr que si t'as 2 joueurs qui sont, t'en as un qui est un peu en retard, que tu dois faire, et que tu dois former, que ça met 6 mois et tout, tu vas faire jouer l'autre. Tu vas faire jouer le mec mais en parallèle, tu peux quand même faire progresser l'autre pour que peut-être qu'à un moment donné, il vienne challenger, etc. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Dissocier les deux, c'est quand même compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué parce que si un coach il te dit qu'il veut pas faire progresser son équipe, pour moi c'est entraîner, ça va faire progresser son équipe. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense à individuellement. Voilà, je pensais sur le côté. Oui, je pensais sur le côté individuel. Sur le côté individuel. Ouais. Mais ouais, de toute façon, t'es obligé de faire progresser tes gars individuellement pour qu'ils aient les outils pour réaliser collectivement, tu vois. Donc forcément l'entraînement, moi t'es obligé d'y passer, tu vois. D'accord. Parce que si t'y passes pas, ça veut dire que t'as que des mecs qui sont là, qui savent, que dans ta tête tu dis je peux pas les faire progresser en fait, alors que les joueurs ils peuvent toujours progresser en fait, tu vois. S'ils sont pas bloqués mentalement, les mecs tu peux tous les faire progresser, mais le coaching le coaching quand t'arrives sur des phases finales, forcément il faut que tu puisses gérer tes égos, que tu puisses gérer ta stratégie, pour moi c'est très très vaste de dire que t'es entraîneur ou coach, c'est indissociable en fait, tu vois. Si tu veux vraiment être un grand champion, dissocier les deux, je vois pas comment tu peux faire, tu vois. Surtout sur une longue saison. Ouais. Si tu me dis sur un match ou deux, tu coaches, bien sûr. Si t'as une équipe à l'instant T, tu viens de la récupérer et tu dois faire un match, tu vas coacher, c'est sûr, tu vas pas les faire progresser, mais après sur des longues saisons comme ça, je te parle pas sur la formation où t'as des mecs 3, 4, 5 ans, ça c'est sûr que t'es sur l'entraînement et tout, mais après c'est vraiment pour moi indissociable, franchement. Jordan, et toi? Ouais, je pense c'est exactement pareil, c'est vraiment complémentaire. Moi, je parle souvent de manager de la performance, en fait. C'est, sans parler entraîneur, coach, c'est que, entraîneur, c'est pas compliqué. Tu prends la littérature, tu lis les articles, tu fais les rubriques scientifiques, voilà, entre guillemets, tu poses un bouquin sur la table, on est censé tous connaître la même chose. Et pourtant, à l'arrivée, les groupes, évoluent différemment, les athlètes évoluent différemment. Donc, on doit aussi, le peu de contenu qu'on sait en tant qu'entraîneur, on doit aussi être capable de le faire partager, de le faire valider par ses athlètes et que tout le monde partage une ambition commune. Donc
Entraîner, c'est en même temps simple et en même temps très compliqué. Et si t'es un bon entraîneur et que tu sais pas manager, bah t'y arriveras pas. C'est pas les bouquins qui vont te faire marquer des buts. Hein. Et en même temps, si tu sais pas comment faut faire pour entraîner et que t'es un bon manager, t'arrives quand même sur une durée déterminée, on va dire, à faire gagner des matchs ou faire gagner des compétitions. Mais moi, je pense que tout part déjà de l'entraînement et après voilà, c'est en fonction de la performance de tout ça, tu manages un peu différemment tes athlètes, quoi. Bon, ben c'est parfait. J'ai compris. Il faut être entraîneur et coach. Merci à tous les trois d'avoir participé au podcast et je vous souhaite d'être les meilleurs coachs possibles. Ou entraîneur. Merci à vous. Merci, Pat. That was the media vet presented by Cumber Sports. Thank you for listening.